Les relations sentimentales vraiment me fascinent parce que c'est quand même le choix de deux personnes de vivre ensemble, de faire une micro-société à deux. Ouais. C'est des questions qui sont très... Et puis l'adolescence, le fait que voilà, tu rencontres quelqu'un, ça te chamboule complètement ta vie, tu penses à cette personne-là, tu veux lui faire des dessins, lui écrire des poèmes, Ouais. enfin, tout ça, c'est quand même une force qui est assez... Enfin, qui est très puissante. This is, bonjour, salut. Salut Hugo. Merci d'être là, ça fait très plaisir. Merci, ouais. En un jour d'anniversaire, pour moi, c'est le plus beau Ah oui, cadeau j'ai que entendu, je c'est ton anniversaire. pouvais- Ouais. Ça te fait quel âge alors? Ça fait 25 ans. Ok. 25 ans. Et ça fait vraiment plaisir de te recevoir Bah, aujourd'hui. moi aussi, je suis content. Franchement, parce que, bon, déjà, j'ai eu l'occasion d'écouter beaucoup ton dernier album, L'amour, dont on va beaucoup parler forcément ce soir. Et c'est un vrai kiff. Et j'invite dès maintenant ceux qui ne te connaissent peut-être pas à te découvrir avec ce dernier album qui, je pense, montre bien tout ce que tu peux faire. Mais tu es un peu en multicasquette. Je déteste ce terme parce que Non, ça mais veut rien vas-y. dire, mais c'est vrai que tu cumules à la fois, tu es un artiste à tout point de vue, à la fois rappeur, à la fois comédien, à la fois écrivain. Enfin, t'endosses pas mal de rôles différents, et même dans la musique en soi, tu as pu endosser différentes casquettes au fil de tes projets, des albums que tu as pu sortir, parce que des albums, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu en gros une grosse dizaine. Ouais, c'est le 13e celui-là. Ouais, le 13e aujourd'hui. Tu as commencé tôt, ou en tout cas ça a décollé même très tôt, vers l'âge de 20 ans, environ, quand tu débutais. Et donc aujourd'hui, on va commencer par revenir un peu sur un ou deux points de bascule, donc des moments qui ont fait que tu es là où tu es aujourd'hui, pour comprendre un peu d'où tu viens. Et puis on va après se focus sur une thématique qui est majeure dans ton album. On l'aura compris, c'est l'amour, et t'en parles très bien dans ce dernier album, donc je pense que c'est super de pouvoir en discuter ensemble. Voilà donc pour le concept des points de bascule qu'on va voir ici, et je voudrais du coup qu'on attaque directement avec un premier point de bascule. C'est une lettre d'un certain Patou, une personne qui travaillait dans le label Sony. Alors à l'époque, toi, tu es fan de NTM, et tu cherches en fait sur leur disque le nom de leur directeur artistique. Tu vois que sur leur disque, il y a une adresse chez Sony, donc tu décides d'envoyer une maquette à cette adresse-là, c'est ce que tu racontes, et tu reçois une lettre qui va avoir à ce moment-là un impact sur toi. Est-ce que tu peux nous raconter quelle était cette lettre et qu'est-ce que ça a entraîné de ton côté ? Ouais, en fait, quand j'étais jeune, quand j'avais, on va dire, 15-16 ans, c'était pas comme aujourd'hui où tu peux écouter plein de musique comme tu veux et tout. En gros, tu avais un petit peu d'argent à Noël, tu étais obligé de choisir ce que tu allais écouter et t'acheter un album en particulier. Et il s'avère que moi, cet album-là, c'était l'album d'NTM, le premier album d'NTM qui s'appelle Authentique. Si je dis pas de bêtises, ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, j'avais regardé dans les crédits et il y avait leur directeur, parce que je faisais de la musique moi aussi, je me disais, ouais, j'aimerais bien avoir l'avis d'NTM sur ma musique, comme je reçois des fois des messages de jeunes artistes qui me disent, qu'est-ce que tu penses de ce que je fais ? Moi, je voulais faire la même chose. Donc, j'ai retrouvé son nom, c'était une femme qui s'appelait Patou, et je lui ai envoyé une maquette que j'avais enregistrée dans un petit studio. Et j'ai reçu... En fait, j'ai pas reçu une lettre, mais j'ai eu un appel, parce que j'avais laissé mon numéro de téléphone de chez moi, et j'ai eu un appel de la personne qui m'a dit, écoute, on a reçu ta lettre, ça nous a touchés, c'est cool, tout ça et tout. J'ai fait écouter à NTM, et ils pensent que c'est bien, mais que t'es pas encore assez mûr et qu'il faut encore travailler. Et le simple fait que ce groupe majeur me dise... On a écouté et vas-y, continue, ça m'a donné une force incroyable. Et après, plus tard, j'ai rencontré Joe Star, tout ça et tout. Donc, comme quoi... Ça voilà, s'est fait progressivement, mais c'est vrai que c'est une forme aussi de... Ouais, l'idée d'oser aussi, de se dire, vas-y, je vais envoyer quelque chose. Forcément, tu t'imagines pas forcément avoir un retour, parce qu'on peut imaginer que n'importe quel contact chez Sony, parfois même la personne qui est en stage, qui vient d'arriver, va recevoir des messages en mode, apparemment, t'es chez Sony, est-ce que tu peux m'aider là-dessus ? C'est cool, et c'est fou d'avoir eu un retour à ce moment-là, et j'imagine que ça t'a donné une vraie confiance. Ah ouais, ça m'a donné beaucoup de force, mais c'est ce que tu disais, en fait, c'est le fait d'oser. Et souvent, on n'ose pas, on se dit, ouais, ça sert à rien et tout ça et tout, alors que si, faut pas lâcher l'affaire. Et sur l'évolution à partir de là, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi le tout début de ta carrière, comment est-ce que ça s'est fait, et même une carrière dans la musique, comment est-ce que ça se fait ? Est-ce qu'il y a des moments, des étapes particulières qui te font franchir un cap ? Est-ce que c'est quelque chose de plus progressif ? Comment est-ce que toi, tu as vu l'évolution à travers tous tes albums ces dernières années ? Moi, je pense que les points de bascule, vu que c'est un peu le sujet, je pense qu'en tout cas en art, et en tout cas me concernant, à chaque fois, c'est des morceaux. C'est-à-dire que tu peux... Après, je sais pas, en tout cas, c'est ce qui correspond à ma trajectoire à moi,
Mais ce qui fait que ça fonctionne et ce qui fait que tu passes dans une autre sphère où tu touches d'autres gens, c'est la qualité de ton travail, tu vois. Ouais. Et moi, le morceau Je pète les plombs, qui a complètement changé ma vie, au départ, je l'avais écrit pour une mixtape, donc un petit projet comme ça, assez confidentiel, destiné à des DJ. Et puis, ça a plu. On a eu des retours de DJ qui disaient « Ouais, il est incroyable ce morceau ». Donc, du coup, mes producteurs de l'époque ont décidé de le sortir en single. Et puis, ça a cartonné. Et l'année d'après, c'était en radio. Et voilà. Donc, à chaque fois, mes points de bascule, c'est juste des morceaux spéciaux qui font que, Avec des découvertes, par Akhenaton notamment, enfin, on voit que des sons peuvent faire émerger à une audience plus large ou à ce milieu-là sur ta musique. Ouais, c'est ça. Et justement, Je pète les plombs, par exemple, c'est un son, alors, je pense qui est massivement connu, peut-être moins pour les plus jeunes, Ah là, ouais, qui non, ils commencent à peine, connaissent qui pas. découvrent Ouais. peut-être avec d'autres choses, mais c'est un son comme ça, tu arrives à anticiper le succès que ça va avoir. Et même encore aujourd'hui, quand tu sors des sons, parce qu'on va parler de ton album tout à l'heure, et on en parlait avant de commencer l'interview, mais c'est des choses que tu arrives à sentir où il y a une part de, pas de hasard, mais d'imprévu dans le succès des musiques. Moi, j'arrive pas à le sentir. Et ce qui est fou, c'est que là, je revis entre guillemets à peu près la même chose qu'il y a 20 ans, parce que le titre qu'on a sorti avec Damso, il est premier au top et je suis vraiment content. Mais ce titre-là, là justement, pour parler du titre avec Damso, à aucun moment on s'est dit que ça allait être un titre qui allait être premier au top. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est un morceau qui est limite expérimental, qui est pas du tout Ça formaté, change il n'y a de pas de rythme au refrain, il n'y a milieu. rien du tout. Et du coup, ça marche. Et Je pète les plombs, c'était pareil. C'était un morceau qui était truffé de gros mots à l'époque, avec une boucle de batterie qui était mal bouclée par la personne qui a fait le son, qui s'appelle JMD. Jamais j'aurais pensé que ça devienne... pour moi, il n'y a pas de recette, mais c'est ce qui me correspond à moi. Il y a d'autres gens qui enchaînent des tubes et des tubes et des tubes et qui ont un savoir-faire. Moi, je le fais pas exprès, quoi. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une évolution progressive, mais assez rapide, notamment au début, où tu racontes souvent que tu t'es retrouvé en l'espace d'un mois et demi, Ah ouais. à bosser dans une chaîne de fast-food, à te retrouver avec un son qui explose Ouais. et à grandir là-dessus. T'en parles d'ailleurs beaucoup, et dans des sons, et dans Ouais. tes interviews, un terme que tu utilises, celui de transfuge de classe, Ouais. d'évolution au final Ouais. au sein de la société. Comment est-ce que tu définirais ça? C'est le fait d'évoluer et de monter, parce qu'en tout cas c'est vu comme ça aux yeux de la Ouais. société, dans d'autres classes au fur et à mesure. Ouais, c'est que moi, j'ai grandi dans un quartier, donc quand tu grandis dans un quartier en banlieue, banlieue parisienne, dans les années 90-80, tu es assez enclavé. C'est-à-dire que tu vis dans ton coin, tu vas de temps en temps sur Paris et tout ça, mais enfin voilà quoi, tu quittes ton environnement pour aller sur Paris et tu reviens après. Mais par rapport à ce morceau-là qui a fonctionné, tout s'accélère en fait. C'est-à-dire que après, j'étais beaucoup plus souvent sur Paris parce que ça fonctionnait. Donc j'avais accès à d'autres gens qui venaient d'un autre milieu social. Et après, j'ai commencé à toucher de l'argent. Donc tout ça, ça fait que, ouais, on va dire, je travaillais au McDo, pour pas dire. Et puis 2 mois après, j'étais dans des soirées un peu fancy, parisiennes et tout. C'est assez violent en fait. Mais c'est cool, hein. Et la façon dont tu le vois d'un point de vue plus large, au-delà de ton cas précis, j'ai l'impression que c'est un sujet, voilà, l'évolution tu parles de transfuge de classe, d'évolution de personnes au sein de la société. Certains, quand ils entendent ce discours d'évolution de quelqu'un qui part de peu ou de rien et qui arrive aussi haut, certains disent, voilà, tout est possible, regardez, on peut le faire, c'est juste de la bonne volonté, etc. Tandis que d'autres disent, c'est cool, certains réussissent, certains explosent, s'en sortent, machin, mais en fait, c'est malheureusement des exceptions, c'est malheureusement souvent des reproductions sociales en réalité qui restent présentes. Quel regard est-ce que toi tu portes là-dessus, même dans le message que toi tu veux véhiculer? Comment est-ce que tu vois tout ça? Mais après, de quelle réussite on parle? Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'en plus, moi, c'est quelque chose qu'on m'a déjà fait, à se servir de ma trajectoire pour dire, vous voyez bien que la machine, Faut arrêter de se plaindre, l'organisation de la société fonctionne. Ouais. Sauf que non, parce que de quelle réussite on parle? Pour autant, même si j'ai réussi à cet endroit-là, je me suis retrouvé dans des endroits avec des gens qui avaient eu accès à un autre environnement social et tout ça, et qui, de toute façon, avaient une compréhension de la société et de comment elle est organisée que moi, je n'avais pas. Donc c'est une réussite, certes, qui a l'air clinquante, et voilà, c'est cool, je gagne de l'argent et tout, mais en vrai, je ne suis pas forcément plus inséré dans la société parce que j'ai réussi dans ma musique, parce qu'il y a plein de codes que je n'ai pas.
Et voilà, ça reste une exception, ça reste quelque chose de... Et voilà, c'est pas l'exception qui fait la règle, quoi. Donc, Exactement, c'est tous les sujets après dont on pourrait parler des heures, qui sont évoqués dans les travaux de sociologie et tout, mais Bien sûr. de déterminisme social, Exactement. dont tu parles d'ailleurs toi-même Bien sûr. beaucoup et qui sont majeurs, quoi. Et c'est intéressant de t'entendre parler de tout ça, quoi. Si on évolue sur l'autre point de bascule, on parlait après ton dernier album, je voulais revenir sur la conception de ta musique et le fait qu'il y a eu des concepts, des albums, des choses qui t'ont placé sur différents terrains, jusqu'à notamment une interview qui était donnée, il me semble, en 2019, en 2009, pardon, au magazine Street Live. Et cette idée de se dire, je vais en fait quitter le rap, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui, et m'insérer dans un autre milieu qui est davantage le rock, ta musique. Le fait de faire une déclaration comme ça et de dire, maintenant je vais faire du rock plus que du rap, qu'est-ce que ça veut dire et quel était le choix à ce moment-là qui te motivait à faire ça? En fait, tu parlais de déterminisme tout à l'heure et c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en gros, moi j'ai compris, une fois que j'ai vu l'envers du décor de l'industrie du disque, quand j'ai réussi et tout, on va dire à 22, 23, 24 ans, j'ai compris que j'étais aussi le produit de mon environnement et que si j'avais fait cette musique-là et le choix de cette musique-là, à savoir le rap, c'est parce que j'étais né à une certaine époque et que c'était concomitant avec cette musique-là qui était en train d'émerger et qui devenait hyper mainstream. Peut-être que si j'étais né avant ou si j'étais né au même moment, mais dans un autre milieu social, peut-être que j'aurais fait du violon, peut-être que je me serais intéressé au rock, peut-être que je me serais intéressé à plein de choses. Et du coup, c'est un peu ce qui a guidé mon truc. Moi, j'ai toujours eu envie de... En tout cas, j'ai jamais voulu qu'on m'enferme. Et donc, du coup, devenir le rappeur... Et en plus, à l'époque, à côté d'ici, il y avait le rappeur marrant. Ouais. C'était insupportable pour moi parce que je n'étais pas que ça et que je voulais pas me figer, en fait. Et en vrai aussi, je me cherchais beaucoup. Moi, j'étais en quête d'identité. Et du coup, le fait d'aller dans explorer d'autres univers artistiques, ça me plaisait parce que je m'ennuyais pas. C'est une volonté de sortir et de tester des choses. Et cette question, alors là, on parle d'une interview en 2009, donc ça remonte à 13 ans. Mes calculs sont très très bons Ouais. aujourd'hui. C'est une question qui revient, je trouve, aujourd'hui, mais bon, déjà depuis quand même quelques années, sur l'évolution aussi du rap en tant que tel. Si on prend le cas de ton dernier album, par exemple, et là on va en parler plus en détail, mais c'est un album où évidemment il y a du rap, mais il y a aussi d'autres choses. Et je dis ça sans jugement, dans le sens où ça mêle plein d'univers différents. Et le rap, ces dernières années aussi, on l'a vu, c'est diversifié sous toutes ses formes. Quel regard est-ce que tu portes là-dessus? Toi, comment est-ce que tu définis même ta musique aujourd'hui? Est-ce que tu te considères là, sur le dernier album, comme un rappeur? Est-ce que tu dis non, il y a plus d'autres influences? Est-ce que tu te poses même pas la question et tu dis en fait, on s'en fout? Ouais, je me pose plus du tout cette question-là, absolument pas. Après, je sais que je viens de là, je viens de cette musique-là parce que j'ai fait mes armes comme ça, donc forcément, j'ai une manière et une approche de la musique qui est très basée sur le rythme, dans la manière dont je pose ma voix. Mais après, aujourd'hui, il y a du chant, et puis dans mes influences, dans ce que je mets, je me dis pas que je dois correspondre à un cahier des charges rap. Mais le rap, en fait, il a suivi exactement la même évolution que le rock. C'est-à-dire que le rock, au départ, ou à l'intérieur du rock... tu vois, ça part d'une niche et puis après, ça s'ouvre et ça fait que t'as du métal, t'as du heavy metal. Enfin, tu vois, t'as plein de... Et le rap, c'est pareil aujourd'hui. C'est une musique qui est tellement populaire qu'il y a plein de genres, de sous-genres, de sous-genres, quoi. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à tout ça? Tu considères dans le rap un truc qui fait que un Jul comme des sons que tu peux faire sur ton album, comme je ne sais quoi, même du rap, on parlait de NTM tout à l'heure. Tu penses qu'il y a un dénominateur commun à tout ça? Quelque chose qui Je pense que l'approche, elle est différente en France et aux États-Unis. En France, le dénominateur commun, c'est que c'est une musique qui est issue des quartiers populaires à la base. Donc après, il y a d'autres gens qui rappent, qui viennent d'un autre milieu, qui sont blancs et qui rappent, qui prennent ces codes-là et qui en font quelque chose. Et c'est très bien. Aux États-Unis, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est quand même une musique majoritairement, même à 99%, qui est faite par des Noirs américains. Et du coup, ça change un petit peu la donne. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un dénominateur commun à part une origine sociale, quoi. Ouais, une origine sociale qui reste encore majoritairement présente, mais avec des différences géographiques, on l'a compris, quoi. Si on avance, j'ai envie du coup qu'on prenne le temps de parler de ton dernier album qui aborde un sujet majeur, on l'aura compris, c'est l'amour. Et
parce que c'est le nom de l'album, pour ceux qui n'ont pas suivi et qui du coup comprennent en cours de route de quoi on parle. Et justement, pour aborder ce sujet-là, déjà, je voulais revenir sur quelque chose, un livre qui visiblement t'a pas mal marqué. Ce livre-là, c'est La Vérité, un livre sur les relations qui dérangent, Ah ouais, t'es chaud. dont tu as pas mal parlé, qui s'appelle de Neil Strauss, qui est un ancien journaliste du New York Times. Ouais. Un livre qui t'avait marqué sur ce sujet de l'amour. Pourquoi est-ce que tu avais parlé pour commencer? Mais avant ce livre-là, il en avait écrit un premier qui s'appelait The Game, et qui parle un petit peu des... en gros, The Game, donc, Neil Strauss, c'est un journaliste du New York Times, comme tu l'as dit, qui dans les années 90 a infiltré une communauté qu'on appelait les pick-up artistes, et qui étaient des gens qui ont quelque part fait des études assez poussées, si on peut dire, sur la drague. Parce que c'est une communauté de geeks qui n'avaient pas trop de facilité avec les filles et qui ont voulu apprendre. Donc, c'est des techniques de psychologie, mais aussi de manipulation. C'est plein de trucs comme ça. Et c'est absolument drôle et absolument triste aussi. Et Neil Strauss, il a écrit un livre qui s'appelle The Game qui parle de ça. Et plus tard, là, c'est un livre qui est sorti il y a 3 ans, il a écrit La Vérité, dans lequel, à l'heure des réseaux sociaux, des applications de rencontres, s'est dit comment je peux vivre l'amour aujourd'hui et quel est le couple, quelle est la place du couple dans tout ça aujourd'hui. Et il a fait vraiment une enquête, une enquête où lui-même s'est mis par rapport à sa propre vie et ses problématiques, parce qu'il avait toujours des problématiques pour se mettre en couple. Il était tout le temps en train de tromper à droite à gauche et tout. Il a cherché à comprendre pourquoi. Il a fait une thérapie, tout ça. Et en gros, il t'explore dans ce livre-là toutes les formes de relations qu'il a. Donc, il a été dans des couples libres. Après, il a eu un harem. Enfin, il a tout expérimenté pour en revenir à la fin à quelque chose de plus singulier et de plus simple. Ouais. Et c'est un livre qui est très triste, très drôle et qui apprend beaucoup. Ouais. Qui apprend beaucoup sur soi et sur la question justement des relations amoureuses. Tu as fait le choix du coup de faire un album qui est différent de tes précédents dans le sens où là il y a un focus sur un sujet, une thématique qui est donc l'amour. Donc c'est différent de concepts ou autre chose que tu as pu faire par le passé. Toi, à titre personnel, qu'est-ce qui a fait que ce sujet t'a parlé? Est-ce que c'est par rapport à du vécu de ton côté? Est-ce que c'est des questions que tu te poses? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire un album sur l'amour et dire ce sera ça? Moi, je pense que c'est le sujet principal de ma vie, dans le sens où, même dans tout ce que j'ai toujours aimé, que ce soit au cinéma, dans la littérature, ou même les questions existentielles qui m'habitent depuis que je suis en âge de comprendre, les relations sentimentales vraiment me fascinent, parce que c'est quand même le choix de 2 personnes de vivre ensemble, de faire une micro-société à 2. Ouais. C'est des questions qui sont très... Et puis l'adolescence, le fait que voilà, tu rencontres quelqu'un, ça te chamboule complètement ta vie, tu penses à cette personne-là, tu veux lui faire des dessins, lui écrire des poèmes, enfin, tout ça, c'est quand même une force qui est assez... qui est très puissante. Et donc, la question de l'amour m'a toujours obsédé. Et là... Après, moi, dans ma vie personnelle, je me suis marié très jeune. Je me suis marié à 20 ans. À la vingtaine, ouais. Voilà. Et en gros, il y a 4 ans, j'allais vraiment plus bien du tout. Donc, j'ai divorcé. Et du coup, ça a fait que ça a été vraiment très, très, très important pour moi, le fait de passer par là, parce que c'est très dur. Et du coup, j'ai écrit un disque entièrement sur ça. Et c'est une des choses que j'ai beaucoup entendues ces derniers jours dans le cadre d'interviews que tu as données ou dans le cadre même plus généralement de tes propos. Tu dis souvent que l'amour, c'est une folie qui est socialement acceptée. C'est quelque chose que tu as beaucoup dit qui me semble assez fort. Pourquoi est-ce que tu parles de folie quand tu parles de l'amour dans ce cas précis? Parce qu'après, tout dépend de l'intensité qu'on en a, tout dépend le rapport qu'on a à ça. Mais c'est vrai que l'amour, ça fait faire des changements, ça fait faire des choix dans sa vie qui sont assez déterminants. Par amour, on peut déménager, par amour, on peut changer de travail, on peut... Ou être malheureux, même, tout simplement, parfois. On peut aussi être malheureux. Et puis, dans les extrêmes, ça fait faire des choses qui sont pas cool. Et ça peut véritablement rendre fou. C'est pour ça qu'on parle de anciennement, on disait crime passionnel, mais en vrai, il faut enlever le mot passionnel. C'est un crime c'est des crimes qui sont horribles dans tous les cas. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment un sentiment qui est très, 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 très puissant. C'est pour ça que je dis que c'est une
une folie socialement acceptée, parce que c'est vrai, ça peut faire des actes de folie. Et toi, quand si tu devais donner ta définition de l'amour, ce serait quoi? Parce que moi, j'ai lu pas mal de choses aussi un jour sur la question des relations amoureuses. Il y a forcément beaucoup d'ouvrages là-dessus, notamment d'ouvrages de féministes qui posent la question des inégalités dans les couples, femmes-hommes, etc. Et une des choses qui est souvent portée, c'est le fait que on parle de l'amour dans le cadre d'un couple, mais aussi c'est quelque chose de plus large. Bien sûr. L'amour, forcément, il y a l'amour que tu peux avoir pour ta fille, L'amour pour ton filial, frère, ouais, non, bien sûr, même bien un sûr. pote. Bien sûr. Toi, c'est quoi ta définition de l'amour? Comment est-ce que tu la donnerais? C'est dur. Ouais, c'est dur parce que moi, en plus, Ouais. j'ai pas de formule toute faite sur ça. Ouais. Et forcément, j'ai fait un disque sur ça. Donc, Mais ta fille a donné une définition, il me semble, ouais, elle dit Ouais. c'est de s'aimer, de pas se séparer. Ouais. Elle dit quelque chose comme ça. Je sais pas, l'amour, c'est forcément, je vais forcément avoir des réponses creuses ou qui vont sonner phrase Facebook. Mais c'est un mystère. Pour moi, Ouais. c'est le mystère, c'est l'oxygène de l'âme. Enfin, je peux dire plein de Ouais. choses, mais j'arriverai jamais à définir quelque chose d'aussi puissant et. Enfin, c'est Et compliqué, t'as l'impression quoi. souvent que la musique peut t'aider à le faire parce que c'est forcément une définition, c'est dur à donner. Et en même temps, t'as fait un album entier sur le sujet, mais si, Ah ouais, où si, tu le traites en ouais, ça réalité, parle quoi. que de ça. Tu penses que là, la musique t'a permis d'illustrer certaines choses, certains questionnements? Ouais, Ouais. la musique, elle m'a permis d'en parler et surtout, c'est vraiment. Je suis béni d'avoir ça, mais de pouvoir mettre des couleurs, des mots et de la musique sur des émotions et des sentiments, quoi. C'est quelque chose de particulier. On peut le faire en littérature aussi, hein, mais Ouais. la musique, il y a quelque chose de particulier. Et parfois, sans même écouter les paroles, le simple mood peut Exactement. t'amener des choses. Juste des accords tristes, majeurs ou mineurs, ça envoie déjà quelque chose. Ouais. Et sur ces sons, alors moi j'ai eu beaucoup de coups de cœur dans ce dernier album, mais il y a eu forcément aussi ton son avec Damso, qui aujourd'hui, je regardais tout à l'heure, est le son le plus écouté en ce moment sur Spotify en France, qui est quand même énorme, Ouais. franchement, et c'est assez fou. On en parlait avant de commencer l'interview, mais comment est-ce que tu expliques le succès de ce son avec Damso, au-delà évidemment d'un feat avec Damso qui fait que ça peut attirer Bien des sûr. gens qui ne te connaissent pas forcément, mais Bien qui sûr, bien connaissent sûr. Damso, etc. Mais C'est un boost de dingue. c'est un son qui est tellement expérimental, qui est, tout point de vue expérimental, parce qu'il y a des changements de rythme, il y a quelque chose à la fin qui ressemble à un refrain qui est très Ouais. dansant, mais avant ça, c'est complètement autre chose. Enfin, comment t'expliques le succès de ce son aujourd'hui? Je ne l'explique pas. Non, je ne l'explique pas. Après, quand je vois les gens, maintenant, on a accès à tout. Donc, on voit sur Ouais. TikTok les parties qui sont reprises et tout ça. Je crois que le moment où je dis, ouais, mais moi, je suis heureux, Ouais. il n'y a pas de métaphore, il n'y a rien. C'est vraiment. Enfin, il n'y a pas de sens caché dans, ouais, mais moi, je suis Ouais. heureux. Mais je le dis tellement de manière sincère. Ouais. Parce qu'au moment où je le dis et au moment où je suis en studio, je suis heureux. C'est la puissance de la musique, quoi. Les gens le ressentent, la mélodie fait que ça passe bien, la musique de Lucas V à ce moment-là, elle est parfaite. Et puis après la phrase plus tard, je serai plus jamais en Hesse. Voilà, ça fait que c'est des espèces de gimmicks qui rencontrent à un moment donné dans un alignement de ce que les gens vivent, de la psychosphère. Ça marche et ça fait que. Et c'est peut-être d'ailleurs, paradoxalement, ce qui a fait connaître ta musique, c'est que, c'est vrai que j'étais étonné de voir des boucles de la fin de cette chanson-là sur TikTok, beaucoup. Paradoxalement, alors que le son est très expérimental et on a un truc, d'un point de vue artistique, qui est quand même, enfin moi, que j'ai vraiment adoré. Finalement, la musique, cette musique-là émerge au grand public via quelque chose d'assez simple, avec des grosses guillemets, Bien sûr. à savoir une boucle TikTok de toi qui chantes pendant 10 secondes, qui dit que t'es heureux et qui fait connaître le son, quoi. C'est ça. Ouais. Les gens, ils ont pris l'essence de ce morceau-là à ce moment-là et ils sont appropriés ce truc-là et c'est cool. Et ça, tu penses qu'en tant qu'artiste, tu y penses aujourd'hui ou c'est quelque chose qui, au final, vient et tant mieux, mais enfin, je veux dire, tu le réfléchis, tu le construis, ce genre de choses, ou tu y penses pas aujourd'hui? En fait, dans tous les albums que j'ai faits, j'y ai déjà pensé, surtout que j'ai déjà eu d'autres titres qui marchaient bien, pas autant que celui-là, à part Je pète les plombs à l'époque. Ouais. Mais donc, c'est pas comme si je savais pas du tout, tu vois, je sais. Mais souvent, quand tu convoques ces questions-là au moment de la création, c'est jamais bon, en tout cas pour moi. C'est jamais bon parce que j'ai l'impression que le public le ressent. Et c'est justement parce que là, on n'a pas calculé ces choses-là
que ça a fonctionné. Ça prend et que ça fonctionne. Et sur ce sujet-là, tu parles, on le disait tout à l'heure, et le livre qu'on évoquait là en parle aussi, des réseaux sociaux, de l'impact des réseaux sociaux sur l'amour aussi. Toi, forcément, tu as connu une jeunesse sans les réseaux, sans un Tinder ou sans je ne sais quoi. Tu as vu un peu l'évolution de tout ça. Ce n'est pas le cas d'un jeune qui a 18 ans aujourd'hui, par exemple, qui a grandi quand même beaucoup plus avec ça. Tu portes quel regard sur un Tinder, sur des applis de rencontres aujourd'hui, dans l'évolution comme ça des rapports amoureux? C'est compliqué parce que déjà, j'ai l'âge que j'ai, donc j'ai forcément un regard qui va forcément être décalé et même sûrement un petit peu vieux. Parce que c'est pas mes habitudes, c'est pas ma manière de faire, même si je le comprends très bien. Et puis, moi, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Éloge de l'amour de Badiou, qui est un philosophe. Et du coup, il parle de ça. Il parle du fait que, malheureusement, dans les applications de rencontres, déjà avec tout ce qui est les algorithmes et tout ça, on dit que c'est du hasard, mais c'est pas du tout du hasard, parce qu'en fonction de l'algorithme que tu as, du succès que tu as, donc de ta photogénie, comment tu passes, tu vas avoir plus de succès, donc on va te mettre avec des gens qui ont aussi plus de succès. Et il y a tout ce côté-là qui fait que c'est pas tout à fait naturel, en fait. Et tu dis dans un son, je crois qu'il s'appelle Dispo, tu dis t'es pas celle que je veux, mais t'es celle qui était dispo. Ouais. Et dans le couplet d'après, je dis je suis pas si que tu veux, mais j'étais dispo. Ouais. Donc c'est ce côté de rencontre par le biais un peu supermarché, quoi. Ouais. Mais en même temps, il y a des contre-exemples et des gens qui se sont rencontrés grâce à ces applications et qui s'aiment et qui ont réussi. Donc ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Mais ça peut perdre de sa romance, on va dire, parce qu'il y a un côté beaucoup plus forcément algorithmique, plus que le naturel d'une rencontre. Oui, et puis il y a un côté aussi, quand tu t'inscris, tu coches les films que tu aimes bien, tu coches tes centres d'intérêt et tout, et du coup, la personne, elle ne découvre pas ça parce qu'elle l'a déjà vu. Mais en même temps, c'est ce qui fait que tu te rends intéressant. En fait, c'est juste un autre rapport aux interactions dans le cadre des rencontres. Sur ce nouvel album, il y a forcément là du coup une tournée que tu as posée sur Insta hier ou récemment avec les différentes dates qui arrivent. Tu as eu aussi un concert au Trianon, c'était le 16 mars dernier. Les places ont été vendues très très rapidement. Il me semble qu'en plus le concert était avant la sortie de l'album, donc c'est forcément quelque chose d'osé et pas évident. Enfin, moi j'ai vu Stromae en concert là, il y a quelques jours avant, du coup, avec son concert test à la Corentelle, avant qu'il sorte son album. C'est un défi, j'imagine, de faire un live avec des sons que les gens ne connaissent pas, quoi. Ouais, mais ça montre que mon rapport, il a changé. Parce qu'avant, en rap, c'est quelque chose que tu fais pas trop. Parce qu'en rap, tu as toujours... t'es un MC, t'es un maître de cérémonie, ça vient de là. Et du coup, tu dois prendre le micro et faire en sorte que la foule kiffe, quoi. Mais là, j'ai un autre rapport. C'est-à-dire que j'ai écrit des chansons... pour moi, il y a certaines chansons, c'est juste de la pop. Donc du coup, même si les gens ne connaissent pas, j'ai confiance dans la puissance mélodique du morceau et tout l'arsenal artistique qu'on a mis derrière pour faire en sorte que les gens captent et se mettent à danser directement. Pas directement, mais au bout du deuxième couplet, du deuxième refrain. Et sur 3-4 morceaux, ça l'a fait. Donc du coup, j'étais bien content. Et puis, il y a aussi que j'ai quand même toutes ces années de carrière derrière. Donc forcément... Quand je mets en place un concert, il y a des gens qui sont intéressés, quoi. C'est ce qui peut se faire, quoi. Et justement, sur ce concert-là, il me semble que tu disais dans l'interview avec Midi Maizy que près de 70% des places qui ont été achetées par des gens qui ont entre 18 et 25 ans. Ouais, et il y a une forme de surprise aussi là-dessus. Déjà, est-ce que tu arrives à l'expliquer? C'est la première question. J'ai demandé depuis, donc on m'a un peu expliqué. Je pense que Pacifique, qui est un disque qui est sorti il y a 3-4 ans, ou 4-5 ans plutôt... et qui a mis du temps à fonctionner, mais à fonctionner. Et je pense qu'il a marqué pas mal de gens. J'ai fait disque d'or quand même sur ce disque-là. Donc les gens qui avaient peut-être 16, 15, 16, 17, 18 à l'époque et qui se sont pris ce disque-là ont aujourd'hui entre 20, 22, 23. Ouais. Donc du coup, ils apprécient. En plus, le disque que j'ai sorti, L'amour, s'inscrit un petit peu dans la continuité de Pacifique. Donc c'est peut-être ça qui a fait ça. Et aussi parce que... le travail de Lucas V, la musique de Lucas V, avec qui j'ai fait tout l'album, qui lui a 24 ans. Ouais. Casino était déjà sorti notamment. Ouais, Casino était déjà sorti et tout. Moi, j'étais juste étonné de voir que dans Casino, je raconte mes problématiques d'adulte et mes névroses de mec triste parce qu'il est en rupture et que ça touche des gens qui ont 18-25 ans. Mais entre 18 et 25 ans, tu peux aussi vivre des ruptures, tu peux aussi être touché par tout ça. Et ça se trouve même plus parce que tu as cet âge-là, justement. Ouais, et je pense qu'il y a aussi le côté grand frère qui peut être présent. C'est là où
Enfin, après, c'est mon analyse qui vaut rien du tout, mais juste qui vaut quelqu'un qui écoute de la musique. Mais j'ai l'impression aussi qu'en réalité, justement, tu vois, toi, tu parles de certaines problématiques qui peut-être touchent davantage ta génération que les plus jeunes, qu'un lycéen qui va t'écouter. Et en même temps, tu as du coup aussi ce côté grand frère. Et c'est ce qui fait que j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément besoin de parler de problématiques de lycéens dans tes sons pour parler à des lycéens. Et il y a souvent un truc aussi qui fait de se dire, lui, en fait, il y a un côté transgénérationnel ou en tout cas d'échange. En fait, lui, ça pourrait être mon grand frère ou quelqu'un de ma famille et il me raconte des choses et ça me parle parce que je sais que tôt ou tard. Peut-être qu'il y a cet angle-là aussi, peut-être. Très intéressant. Et pour terminer là-dessus, sur cet album-là et au-delà de ça, tu as récemment créé ton propre label. J'ai l'impression que c'est un passage que veulent faire beaucoup d'artistes, des rappeurs, mais pas que. L'idée d'avoir une forme d'indépendance à tout point de vue. Comment est-ce que toi, tu as conçu tout ça pour faire ton label récemment? Alors, je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait en premier lieu avec mon manager et mon associé qui s'appelle Germain. Et j'aurais jamais pu faire ça sans lui parce que même si moi, je suis artiste et que je connais l'industrie du disque depuis longtemps et tout, l'industrie, elle a des règles. Et voilà, il faut comprendre. Enfin, tu vois, c'est de la vente de disques, c'est de la production, c'est un avis artistique. C'est pour ça aussi que j'ai un directeur artistique qui s'appelle Jules, qui est très, très fort, qui connaît vraiment... qui a une culture musicale très large et qui, en plus, est assez spécialisé dans une nouvelle manière, une nouvelle génération là, qui est en train de faire une musique qui est vraiment très, 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 très puissante. Donc voilà, c'est savoir s'entourer pour faire un label. Et moi, je voulais le faire parce que, et je pensais que c'était pas possible, parce que j'ai beaucoup subi cette industrie. C'est une industrie de toute façon en général assez compliquée. Il y a des règles et voilà, c'est une industrie, donc il y a de la rentabilité, il y a tout ça. Et quand tu es artiste et que tu es sensible, il faut se battre avec tous ces codes-là et c'est compliqué. Et moi, j'ai beaucoup souffert du fait que à chaque fois, il fallait que je me batte pour imposer mes idées artistiques, qu'on comprenne, ou la manière de me parler, de tout ça et tout, c'était compliqué. Et du coup, j'ai créé le label dans lequel j'aurais aimé être à 20 ans. Pouvoir faire bénéficier cet état d'esprit-là, de faire très attention à l'artistique, de ne pas mettre des turbulences dans le processus artistique et aussi de donner des éclairages sur une industrie, parce que c'est une industrie, et d'expliquer comment elle fonctionne. Parce que tu ne peux pas en faire complètement abstraction et dire je suis juste artiste, donc tout le reste est le milieu. Ou sinon, tu vas dans ton coin, tu n'exposes pas, et ce qui est possible, hein, tu joues pas du tout le jeu. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont aussi dans cet état d'esprit-là et qui sont juste dans l'art pur. Mais voilà quoi, faut bien vivre. Est-ce que ça vient pas, est-ce que c'est pas plus facile d'arriver à ce stade-là une fois que tu t'es fait un nom et une fois que tu as pu t'installer dans un milieu aussi. On a vu pas mal d'artistes qui, au final, ont émergé, ont explosé avec quelque chose et qui, après, se disent, mais même Damso d'ailleurs, je sais pas si lui le verrait comme ça, mais clairement, forcément, entre ce qu'il a fait connaître et son dernier album, par exemple, il a tenté autre chose, il a voulu faire autre chose, ça se ressent très bien. Et on peut imaginer qu'il s'est dit, en fait, je veux faire ça et aujourd'hui, j'ai les moyens de le faire. Donc, bien sûr, ouais, il faut avoir une certaine expertise, une certaine confiance en soi pour pouvoir arriver à faire exactement ce qu'on veut. Mais au départ, quand tu commences, l'industrie, c'est compliqué, quoi. C'est dur. On a eu l'occasion du coup de revenir aussi sur ton parcours. Aujourd'hui, on aurait pu parler pendant des heures. Mais avec plaisir. Hein. Ça fait déjà longtemps qu'on discute. Ah ouais, super. Ça fait combien de temps, là? Je sais même pas, ça fait un bon 35 minutes, je crois. Ok. Une bonne trentaine de minutes. Ok. Je suis que ça sur la suite de tout ça. On l'a dit, L'amour, c'était du coup un album sur l'amour, avec un thème que tu as porté comme ça. Déjà, quels ont été les retours, toi, que tu as eu suite à la sortie de l'album? Ouais, c'est quelque chose. Ouais, franchement, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je sais pas, moi, je suis un peu KO dans le bon sens de tout ce qui se passe parce que, bon, là, les gens, ils voient l'album, il est sorti et tout, mais moi, ça fait 4 ans que je travaille dessus et je suis vraiment allé dans quelque chose, je parlais de folie tout à l'heure, je pense que c'est assez proche de la folie parce que c'est une obsession, c'est comme un peintre qui veut finir sa toile ou un sculpteur qui veut arriver vraiment à sa forme comme il l'a imaginé, et tous les jours, tu travailles dessus. Moi, tous les jours, pendant 4 ans, avec Lucas, j'écoutais le disque 3 fois par jour.
Et on changeait des détails et on cherchait. Et les paroles, j'ai fait je sais pas combien de versions, je sais pas combien de titres. Et ça, c'est que pour faire la musique. Après, il y a tout le travail sur l'artwork qu'on a fait avec Regular, où on a cherché pendant longtemps. Et puis, il y a le mix en même temps. Enfin, c'est un énorme travail. Et après, il y a la sortie du disque, il y a le marketing, il y a tout ça. Et à chaque fois, c'est pousser l'excellence et l'exigence jusqu'au bout du bout. Et toi, t'es quel genre d'artiste quand tu fais un album comme L'Amour ici? On comprend que tu as beaucoup travaillé dessus, mais est-ce que tu es du genre à avoir un rythme où tu fais n'importe quoi, mais tu fais un son par jour et en fait tu bourrines, voire plus que ça, et t'en fais dans tous les sens, et après t'en gardes de quoi en faire un album, et là tu les affines? Ou est-ce que chaque son, dès le début, en fait, t'en fais peu, mais tu sais que chaque son va avoir sa place dedans? Non, quelle approche dessus? au départ, j'en ai fait plein. C'est-à-dire que j'ai sorti plein de matières, surtout sur un sujet comme ça, où vraiment... Et donc, du coup, tu te rends compte que tu fais 20 morceaux sur la rupture, avec des petites différences, tout ça, parce que j'étais en train de vivre ça, donc forcément, j'étais très inspiré. Et après, tu choisis le meilleur, tu choisis le nectar du nectar, tu choisis et t'affines, et tu prends un bout là, ce bout-là, il était bien dans ce morceau-là, donc tu le mets dans ce morceau-là, mais du coup, ça va pas trop bien ensemble, donc tu dois retrouver une musique. Enfin, c'est vraiment un travail... Ouais, c'était Et quand tu parles d'un sujet comme l'amour, par exemple, Bon, forcément, il y a une expression personnelle de ce qui ressort, du Bien fait sûr. de ton vécu, du fait de tout ça, mais ta volonté, c'est quoi? C'est de raconter toi ce que tu vis, c'est d'aller essayer aussi de faire passer des messages. Justement, on parlait du côté grand frère tout à l'heure. Est-ce que tu as aussi cette volonté-là, ou est-ce que juste ça vient spontanément et Non, c'est ce moi, qui j'ai ressort? absolument pas la volonté de grand frère ou Ouais. de message et tout, absolument pas. J'ai une approche un peu comme la soul music, où c'est juste une authenticité de ce que tu vis, la justesse d'un Tu ressens, sentiment, ouais. tu ressens, mais aussi, c'était pas que ma vie. Moi, je m'inspirais de... Tout le monde parle de relations, tout le monde se pose la question. À un moment, quand t'es jeune, quand t'as 15 ans, tu veux juste coucher, tu cherches, tu vois, il y a plein de... Puis après, quand t'es plus grand, un petit peu plus grand, tu cherches l'élu de ton cœur, parce que t'es aussi... entre guillemets, endoctriné par toute cette puissance romantique qu'on te montre à travers les films, à travers le modèle de tes parents que tu as eu ou pas eu et tout, tu vois. Donc, tu es aussi en recherche de ça. Et du coup, je discutais avec les gens. Et je voyais que la rupture, ça fait mal, mais est-ce que ça fait plus mal à celui qui rompt ou à celui qui est quitté? Donc ça déjà, c'est un questionnement. Et voilà, tout ça, ça a nourri tout le travail qu'on a fait sur l'amour. C'est là qu'on voit que c'est un sujet. C'est fascinant la façon dont tu le décris, parce qu'on voit que c'est un sujet qui est infini en termes Eh oui, de possibilités. Rien que toi, dans ta vie, chacun d'entre nous, c'est on ça. le vit de façon entre les premiers trucs au collège. Exactement. Genre, je sais pas, tu peux imaginer forcément quand on aura 60 piges ou je sais pas, Eh oui. forcément les questions sont pas les mêmes. Et puis, Exactement. selon nos milieux, selon tout. Enfin bref. Mais ce qui est sûr, Ouais. c'est que ce qui est puissant dans l'amour, c'est que tu sois, même enfant, à l'âge enfant où tu commences à avoir les balbutiements de juste trouver quelqu'un de beau, d'être attiré par lui et tout. Enfin, quand tu es adolescent plutôt, du coup, tu ressens des choses, quoi. Ça te fait mal au cœur d'être exclu ou de ne pas être aimé. Juste t'écris un mot, t'es en classe, je sais pas, veux-tu sortir avec moi, avec une case oui et une case non. Tu reçois un non, t'es triste, tu vois. C'est... Le fameux mot qui Ouais. se passait au collège. Ouais, après, c'est plus grand. C'est Ouais. pareil, tu es sur une application, tu matches sur quelqu'un, la personne ne matche pas sur toi. C'est l'équivalent de quand tu étais plus jeune, quoi. Ouais, et avec souvent, du coup, aussi une part d'incompréhension. Ouais. Là où j'ai l'impression que c'est le mystère de l'amour en soi. C'est ça. Que tu passes ton temps toi-même à te poser des questions et te dire, mais est-ce que ça, c'est normal, pas normal? Est-ce qu'il y a quelque chose de normal même dans l'amour et dans ce qu'on peut Non, ouais. sentir? Et c'est... Ah non, ouais. Normalité, ouais. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Hein. C'est vrai. En tout cas, c'est des questions qui sont bien, Ouais. bien présentes. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Hugo. D'avoir pu C'est cool. échanger et d'avoir accepté de venir discuter Bah ici. non, c'est cool, moi, je suis content. Bien, ça t'a plu? Ouais, Ça c'était cool. Trop bien, franchement, grave sympa. Et puis, du coup, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore écouté ton album à le faire dès maintenant. Ça s'appelle L'Amour, vous l'aurez compris. Ouais. Vous tapez d'ici si vous voulez, ou alors vous allez acheter l'album, c'est possible Ouais. aussi. Ou le vinyle aussi, qui est du coup bien installé maintenant. Ouais, il est beau, le Il est vinyle. bien là. Purée, c'est Très, très, régular. j'aime beaucoup le... C'est régular, il est trop chaud. Très, très fort. Ouais, qui bosse avec pas mal d'artistes en il est France. trop fort. Très, très chaud. Donc franchement, bravo encore pour l'album qui Merci, est Hugo. incroyable, et très hâte de voir la suite. C'était super en tout cas de pouvoir échanger Merci beaucoup. ensemble.